Hey tout le monde, bonjour, bonsoir à tous. C'est Komorebi. On se retrouve pour la première vidéo achat et lecture manga de la chaîne, celle pour décembre 2020, qui va me permettre de gagner bien du temps de production parce que j'en avais marre sur mon blog de passer très longtemps à faire des critiques pas sûr que ça. Donc si je fais ça plus rapidement sur YouTube et qu'en même temps je fais des mini-critiques sur le blog, tout le monde est content et tout le monde est gagnant. Je vous mets les timecode des différents tomes dont je parle en description. Et je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à me partager vos avis sur les tomes en commentaire. Allez, lâchez un pouce bleu et à vous abonner pour suivre des meilleures vidéos que ça. Allez, on commence sans plus tarder. Ah si, j'ai oublié un truc pour l'intro. Il y a des spoils. Mais comme il y a le timecode dans la description, ça va. Mais il y a des spoils. J'ai lu ce matin, parce que j'ai lu les 6 tomes dont je vais vous parler tout de suite aujourd'hui, le tome 3 des Légendaires Saga. J'avais déjà lu les Légendaires à l'époque du collège, jusqu'au tome 15, je crois, je dirais. Donc je suis très content de les redécouvrir avec le manga. On commence le deuxième diptyque, parce que les légendaires fonctionnent en diptyque. Les deux premiers étaient l'introduction, et là on commence plus ou moins les choses sérieuses et tout ça. On a les légendaires qui sont finalement assez peu mis en avant dans ce tome, car leur réputation est très ternie par les actions avant de la série, et ils ont été évincés par les fabuleux, qu'on peut admirer en couverture, et qui sont ceux qui agissent le plus dans ce volume. Bien que les héros ne font pas encore grand chose car ils découvrent la situation et le danger que court le peuple elfique. Peuple elfique qui a l'air de s'en foutre un peu d'ailleurs vu qu'ils font des balles et des trucs comme ça. Voilà. Mais surtout donc on apprend donc la situation, on voit donc que les héros ont un traitement très différent en fonction de leur réputation. On découvre les piranhas qui sont les ennemis des elfes et qui les ont attaqués sans faire exprès parce qu'ils sont en train de chercher un trésor que leur chef actuel trouve à la fin du tome et qui permet de faire le lien avec les origines de l'univers et les dieux qui l'ont créé. Donc on se va avoir un ennemi plutôt puissant, d'autant plus qu'il est lié à Elisio, qu'on retrouve dans ce volume, et qui commence à dévoiler ses secrets petit à petit à tout le monde. C'est très intriguant. Ça changera pas grand chose, il y a pas mal d'esprit jeunesse qui gâche un peu le côté aventure des fois de temps en temps, où c'est un peu trop d'humour pour pas grand chose. Mais moi je suis bien content de retrouver les légendaires. Allez, tome suivant. Sunken Rock Deluxe, tome 8. On a 5 chapitres bonus à la fin du premier volume de ce gros livre. Donc ça prend environ la moitié, le quart de ce gros tome, et donc la moitié du premier volume qui est dedans, sur l'histoire qu'a eu la pioche avant de rejoindre la Sunken Rock Team. Elle n'a aucun sens, car c'est des trucs de science-fiction érotique. Le côté érotique colle bien avec la pioche science-fiction me surprend, mais moins Iboichi et ce qu'il a fait avec Origin, même si c'est arrivé après. Ça prend un peu de la place pour pas grand chose dans le tome, mais ça va, ça a quand même un propos et un sens logique avec le personnage de la pioche, c'est intéressant, c'est le personnage préféré de Boichi, donc ça fait plaisir à voir. Plus que le chapitre bonus à la fin, deuxième volume de ce gros livre, qui est sur Yumin, et qui a exactement le même principe que celui du livre précédent, c'est-à-dire Yumin a une mission, euh, fait que les trucs en rapport avec le sexe, puis à un moment on en a marre et fait sa mission. Ça n'a pas grand intérêt ça par contre. Et pour ce qui est du scénario lui-même, donc qui est quand même tronqué de bien des parties par rapport au nombre de pages qu'on pouvait s'attendre, c'est génial. Putain, qu'est-ce que c'est bon ce Rock. Après l'arc des idoles qui était très bon mais très différent, on a l'arc de l'immobilier. C'est super vendeur que ça, mais que j'adore. On a un gros combat contre un gang qui se lance maintenant, alors qu'on n'a pas arrêté de répéter à Ken que son gang n'était clairement pas au niveau et qu'il fallait absolument fuir et ne pas se battre. Évidemment, il va se battre, ça aucun souci. Voilà. Et du coup, Ken est très très badass. Il arrive, il met les points sur les i en affrontant un adversaire plutôt facilement et en continuant sa volonté de changer leur vie et de les sauver plus ou moins de leur condition pas terrible. Euh, et ensuite, on a le droit à une bataille générale où chacun des membres restants et actuels de la 5 Rock Team debout, donc ils sont 5, je crois, en comptant Ken, se battent. Donc on a La Pioche et Benito qui font équipe et qui permet enfin de dévoiler Benito, qui agit enfin par lui-même,
et qui montre que dans la cinquième Rock Team, on va de l'avant, qu'importe le danger en face, et ça c'est intéressant. On a Kaesu qui s'est battu encore, et ça me fait peur, parce que les combats entre filles dans Sunken Rock pour l'instant sont pas terribles. Et on a le chef du casino qui a son combat aussi, qui sont en difficulté pour l'instant. Et surtout, on a Ken face à un super-héros qui montre bien que là aussi, aller de l'avant c'est important, que la douleur est essentielle pour pouvoir évoluer, car on est plus fort en connaissant la douleur et en la surmonter qu'en n'ayant jamais connu la douleur. Et ça c'est beau. Et puis voilà, c'est des beaux combats, et c'est bien justifié, il y a des belles explications, tout ça, c'est très très cool. Allez, Sunken Rock, une valeur sûre, malgré quelques chapitres bonus qui peuvent faire un peu mal aux fesses parfois, c'est très très bon. Allez, tome suivant. My Home Hero, tome 10. C'est toujours un petit plaisir. La deuxième partie du manga, commencé maintenant au tome 6 ou 7, aurait pu être un essoufflement, mais a fait introduire assez de nouveaux personnages pour que ça soit à nouveau intriguant et une belle dose de mensonges. Ici, on n'a pas beaucoup d'actions différentes, mais elles sont très intéressantes. On retrouve le policier Yamaoshi, je ne savais plus son grade, c'est pour ça que j'ai hésité, qui connaissait Tetsuo, donc le personnage principal, et qui a pas mal d'informations, parce qu'il est super intelligent et qu'il a fait le lien entre les applications de Tetsuo et de Kiyoshi. Et donc, il met en garde Tetsuo, genre, son but maintenant c'est d'arrêter le gang, comme ça a toujours été. Il est dégoûté d'avoir mis en danger autant Tetsuo, et en même temps il est impressionné et tout ça. Donc, c'est très intéressant comme redisant, parce qu'on s'attendait pas à ça une fois le secret Tetsuo inventé, même s'il n'est pas encore officiellement, mais voilà. Et il y a un dernier rebondissement sur ça, qui montre que ces informations qui étaient par quelqu'un du coup techniquement gentil avec lui, passent à quelqu'un de méchant, à cause d'une action horrible qui met à mal très fort le personnage de Yamaoshi et l'histoire qu'on nous apprend sur lui. Bon, ce passage m'a tué, comme certains qui est très fort dans My Hero Hero. Et ensuite, on a donc Tetsuo qui se dépêche d'aller rejoindre Kazen dans son village natal, avec sa fille, pour comme il le dit, de façon à ce qu'elle puisse le rayer au plus de leurs souvenirs. Ce qui est terrible comme décision, d'autant plus qu'il dévoile plus ou moins quelques secrets sur sa vie au cours de la route à sa fille. Et donc on a un gros passage de flashback, donc qui fait la moitié du tome, où on voit la rencontre entre Kazen et Tetsuo, qui montre bien le décalage entre la vie au village de Kazen et la vie normale, parce qu'elle apprend à vivre de manière naturelle. Tetsuo veut être son héros, car c'est un romancier et un vrai homme dans l'âme, et qui peut pas laisser quelqu'un comme ça dans la perdition totale. C'est magnifique à voir, d'autant plus que finalement, quand elle arrive à s'en sortir vite fait pendant quelques années, c'est plus lui qui perd quelque chose. Et on a une fin assez surprenante pour l'instant. Demon Slayer, tome 13. La dernière fois, nous découvrions le village des forgerons, ainsi que les personnages qui seront acteurs de cet arc. Et là, c'est un peu en deçà des précédents. Ce qu'il y a pour les personnages est très intéressant. Donc on a Tokito, si je ne m'abuse. On a Tokito qui se dévoile un petit peu par le fait qu'il est amnésique et qu'il risque de retrouver la mémoire facilement dans le combat. Mais pour l'instant, il se fait assez vite malmener. On a Genya qui dévoile son secret, qui était plutôt évident vu de ce qui s'était passé avec sa dent dans le tome précédent. Mais qui reste très intéressant parce que c'est particulier comme sensation. Il y a Koroji qui est pas là. Et il y a Nezuko et Tanjiro qui sont sympathiques parce que Nezuko agit de plus en plus par elle-même et Tanjiro fait le lien avec la mémoire héréditaire. Et ça peut être très intéressant. D'autant plus que du coup, en face, il y a la mémoire héréditaire de Muzan dans les autres démons. Donc mémoire contre mémoire, on peut avoir des intrigues plutôt pas mal dans le futur. Et en attendant, à côté de ces personnages qui commencent à se dévoiler, à se développer et à exister de manière stylée, on a un combat un peu illisible, un peu chargé et un peu dans tous les coins, vu qu'on a un démon qui a 5 corps et un démon qui est dans un vase et qui aime bien faire des créations étranges. Donc forcément, ça commence à être un peu surchargé, d'autant plus avec tous ces nombres de personnages à développer.
c'est pas mauvais, mais c'est moins fluide que d'habitude. Allez, tome suivant. Demon Slayer tome 15. Demon Slayer tome 14. Alors, dans le tome précédent, qu'est-ce qui s'est passé? Là, mon nez. Eh ben, c'est mieux. C'est mieux. Parce que ça prend plus son temps, ça se concentre beaucoup sur Tokito contre le vase. Parce que Tokito est coincé dans sa bulle, comme Diams. Et pendant ce temps, on a le démon qui est fasciné par la concentration que peut avoir un forgeron pour une lame. Étant donné que peu importe comment il le blesse et tout, l'autre reste focus sur sa lame à 1 milliard %. Et donc c'est intéressant, tu vois, d'avoir un artiste comme ça. Parce que le dernier artiste intrigant que j'ai vu aux œuvres, c'était Deidara. Et intrigant, c'était plus du genre l'explosion est un art. Et c'est tout. Et du coup, pour ça, donc voilà, ça c'est cool. Tokito finit par redevenir lui-même après un flashback assez dur où il y a encore une fratrie pour changer, parce que vraiment tout fonctionne par fratrie dans ce manga. Comme si les liens du sang étaient importants et comme si eh ben, les histoires entre frères et sœurs, ou frères et frères et sœurs et sœurs, tiennent à cœur à l'auteur. Oui, dans son passé, donc il était bridé dans sa volonté de sauver les gens et d'aider les gens, alors que c'était un élu et qu'il aurait pu le faire très bien. Mais son frère a eu quelques soucis avec ceux qui faisaient ça, donc il l'a limité. Et donc on retrouve un Tokito très très fort. Je comprends pas comment est-ce qu'il peut être au même point que Uzui par exemple, qui du coup y arrive vachement bien. Parce que du coup que les ennemis deviennent plus forts, ok, parce qu'il y a un classement, mais il n'y a pas de classement chez les piliers. Pourquoi il y a une telle différence de puissance entre là Tokito à pleine puissance, et Kanroji aussi, comme on verra après, et Uzui et Rengoku? C'est particulier. Mais c'est construit ainsi, ça marche. Et voilà, donc un démon en moins. Et pour l'instant, c'est compliqué pour l'autre côté. Parce que Genya, Tangelo et Nezuko ont du mal à faire le poids depuis que les 5 démons ne font plus qu'un. Et sont bien plus forts ainsi. D'autant plus que le seul qu'il faut affronter est un démon qui fait cette taille à peu près et qui s'enfuit loin de ce combat. Heureusement, Koroji arrive et donne le change aux démons fusionnés. On en apprend plus sur elle et c'est vraiment le passé le plus décevant que j'ai pu voir. Parce que finalement, on apprend juste qu'elle essayait de cacher qui elle était pour des rêves qui ne sont pas vraiment les siens. C'est sympathique, mais c'est un peu du déjà vu et ça apporte pas grand chose à tout ça. Parce que ça va pas vraiment ça qui va le faire évoluer, je pense, dans le combat. Donc pourquoi pas, mais voilà. Du coup, on a un très bon développement pour Tokito, avec face à un démon super intéressant. Un démon moins intéressant qui affronte pléthore de gens, qui sont aussi moins intéressants. Mais j'ai bien hâte de voir comment ils vont finir par affronter ce petit truc ridicule, pour que le gros mastodonte les affronte. Allez, le tome suivant. The Promised Neverland, tome 17. La bataille de la capitale. Et ça porte bien son nom, parce que le tome est concentré uniquement sur la bataille de la capitale, quasiment. Donc à voir les conséquences la prochaine fois, forcément. Et surtout centré sur les démons. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'on a Gilan, selon le plan de Minerva, qui vient attaquer la capitale, et qui suit à la lettre le plan. On découvre qu'il était le plus droit de tous les démons qui existaient, et que c'est pour ça qu'il s'est fait évincer. On découvre toutes les épreuves qu'il a dû subir, en plus de se voir agresser. Il a assisté au sacrifice de pas mal de gens qui comptaient sur lui. Du coup, il a un poids à porter, c'est pour ça qu'il se bat. Et même dans le combat, quand il passe ses alliés, il les mange, il les assimile, il a leur rêve, c'est pour ça qu'il se bat. Il est là pour faire porter la justice suite à toutes les horreurs qu'il a subies. Et on apprend une fois que la vie n'est pas simple avec la justice. Et c'est très très intéressant cette partie du tome. Plus que le côté des humains, je vous avouerai, qui pour eux le plan se déroule tellement bien qu'il n'y a plus grand intérêt sur leur développement et la difficulté qu'ils ont. Du coup, ils sont 4 qu'on peut voir, enfin les 3 du bas là, qui affrontent la reine après qu'elle se soit battue contre Gilan et qui n'ont pas vraiment de difficulté à l'affronter parce qu'ils avaient vraiment tout prévu, donc tout se déroule comme sur des roulettes. Mais ce qui risque de leur porter plus problème, c'est l'état de santé de Norman qui est
un peu dérangeant. Et surtout, le fait qu'ils détruisent pas mal de vies innocentes dans la capitale. Et donc, ils sont un peu retenus normalement par Don, Gilda, Musica et Sonju. Mais surtout, qui va devoir du coup affronter le regard inquisiteur de Norman. Oui, non, monsieur le regard de Norman. Vont subir les regards inquisiteurs de Emma et de Rey qui arrivent enfin face à Norman et qui vont sans doute lui faire affronter ce qu'il a fait. Donc normalement, la prochaine fois, on a les conséquences de cette bataille. Euh, Sans doute le règlement de compte final entre les trois amis. Ça va être très intéressant. C'était pas forcément le tome que je préfère, mais tout le côté démoniaque était très très réussi. Allez, tome suivant. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez remarqué le moindre faux raccord, parce que je pense les avoir habilement cachés, mais on ne sait jamais, peut-être qu'il peut en rester. Kingdom, tome 55. On est dans les choses sérieuses de cette guerre qui dure quelques temps. En même temps, vu tout ce qu'il y avait à mettre en place, et tout ce qui avait déjà été mis en place, c'est plutôt normal. Je vais un peu peur parce que la dernière grande guerre m'avait bien déçu au début, je parle de l'arc coalition. Mais celle-ci fait du très bon travail, car on a des choix marquants et marqués, avec la perte d'un général de l'armée de Chine. C'est très bien fait, assez triste, et ça montre une passation de pouvoir, même au sein des plus jeunes, c'est très intéressant. On a Shin qui arrive très bien à reprendre son côté et à prendre tous les rôles, car il est vraiment très puissant. Et justement, son adversaire avait un maître très intrigant, qu'on découvre plus ou moins à travers des flashbacks, parce qu'il est mort de maladie, qui avait deviné l'arrivée d'un unificateur de la Chine et leur avait donné des missions, qui sont de le tuer, car l'unification ne passera jamais. Et bah, s'ils venaient à perdre, lui faire passer un message comme quoi ils allaient être en danger et allaient avoir des difficultés. Pour l'instant, donc, ils reprennent le côté droit tranquillement, ils sont heureux, et dans la nuit, on a un souci plutôt gros qui arrive et dont on parlera plus tard. Mais voilà, c'est un tome qui annonce du très lourd, qui est bien construit, ça fait plaisir à voir, et c'est très intriguant. Et pendant ce temps, on a la grosse bataille entre Uzen et Kanki qui va enfin commencer en face à face. Tome suivant, Kingdom, tome 56. Je crois que c'est le tome que j'aime le moins de cet envoi, car il est un peu complexe et pas passionnant, je trouve. En effet, on a bien Uzen et Kanki qui s'affrontent, mais à distance, et ça on l'a déjà vu, ça permet de montrer les différents types de généraux, sauf que là, bah, ça n'apporte pas grand chose de plus que ce qu'on a déjà vu. Et je trouve ça dommage, car malgré le nombre de guerres qu'il y a eu jusqu'ici, je trouve qu'il se renouvelle très fortement et de manière très efficace. Alors que là, pour les combats à distance, sur le fait qu'il y en a un qui soit instinctif et l'autre non, je n'ai pas grand chose à dire de plus. Bon, au moins les plans sont intéressants, au moins on a une vraie confrontation directe à un moment parce qu'ils discutent et c'est plutôt étonnant de voir des gens de cette puissance discuter, ça fait quelques temps. Et à côté de ça, bah, finalement, on a pas mal de monde qui vient aider Uzen, car d'un côté comme de l'autre, ils sont pris en tenaille, car les deux ont les mêmes plans en fait, à peu de choses près. Mais heureusement, du côté de Uzen, on peut compter sur de jeunes atouts, qui sont ici Uon et Muten évidemment, qui arrivent à rechanger la tendance, bien évidemment. Alors du coup, on a plutôt pas mal de bons, on a encore les atouts qui aident, et pour l'instant, Shin essaye de passer à l'offensive, mais il est pour l'instant bloqué sur un adversaire un peu naze, mais qui fait le taf pour l'instant. Tome suivant, Kingdom, tome 57. On commence très très fort à entrer dans le vif du sujet et être passionnant. C'est quand même un truc de dingue ce qu'on peut lire. Donc Shin continue son offensive. Il est en difficulté, mais bon bah ça passe, ça passe. Du coup, du côté de Uzen, les jeunes continuent de briller et défendent un autre adversaire puissant. Donc voilà, c'est les plus forts du monde, je crois, ces jeunes. Et donc Shin finit par passer grâce à un peu d'aide, parce qu'ils savent qu'il est essentiel et qu'il faut le faire avancer. Mais, donc le général adverse, qui a repris ses esprits et qui raconte des choses intéressantes sur la survie de l'État, prend en attaque la stratège Karyoten, ce qui est plutôt intriguant, on n'a pas vu ça souvent, ça fait sa deuxième fois je crois. Et ça fonctionne bien, surtout que ça permet enfin de finir de développer les deux frères archers, où il y en avait un qui avait peur d'attaquer depuis le début et qui se libère enfin quand il n'a pas le choix.
Et putain, quelle libération quoi. Voilà, Shin arrive enfin à emporter, et là, c'est là que les choses sérieuses commencent, puisque Uken fait à nouveau son apparition comme dans le tome 55, défonce encore un chef d'unité connu de chez Shin, et encore c'est plutôt triste. Et on a le début du duel entre Uken, qu'on découvre un peu plus, parce qu'on nous dévoile que c'est un esthète qui veut devenir un dieu pour faire évoluer la race humaine, et pour la mener plus loin. Pendant que Shin lui représente les hommes, et tout leur rêve, vu qu'à chaque fois qu'il a battu des ennemis, il a mis leurs idéaux avec eux, à chaque fois qu'il a battu des amis, il a mis leurs idéaux avec lui. C'est assez dingue, tu vois, parce que il a ses propres rêves et ceux de tous les autres. Du coup, on a un humain accompagné de plein d'autres humains et de leurs rêves, face à quelqu'un qui veut devenir un dieu pour sauver les humains. Et rien que ça, c'est encore plus passionnant que le fait que Shin veuille se venger simplement de tout ce qu'il a perdu à cause d'Uken. Et là, donc ça se termine sur ce combat qui se lance, après que Kyukai ait tâté de la lame avec Uken également. Bref, une grosse réussite et on sent vraiment que les choses sérieuses bougent de ouf. Tome suivant. Kingdom, tome 58. Et ben voilà, quand on parle de choses sérieuses, c'est ça, hein, que la moitié du tome est sur ce combat qu'on attendait depuis quelques temps et qui a été bien mis en place. Les places d'armes sont étonnantes, étonnamment puissantes. Et du coup, on retrouve ce que j'ai dit juste avant, avec l'esthète face à l'homme lui-même. Et c'est impressionnant de voir Shin être malmené autant et se relever toujours parce qu'il est porté par les autres, que ce soit la voix des morts ou même la voix des vivants. Le final est assez brutal et arrive assez vite au vu du temps d'attente depuis ce combat, mais me satisfait amplement, au vu de sa conclusion terrible pour les deux camps, j'ai envie de dire. Je ne m'attendais pas à ce que ce résultat arrive si tôt, et je m'attendais pas en plus au deuxième résultat du match, qui entraîne un voyage assez intense pour Kyukai. Et franchement, quelle merveille de tension. Tout le match est plein de tension et c'est pas vraiment maîtrisé. Les conséquences du match également. Et du coup, ce duel sonne le glas de cette bataille qui dure depuis quelques tomes, et sonne la victoire de Kin sur les plaines de Shukai, quelque chose comme ça. Exactement, quelque chose comme ça, vu que c'est ça. Et donc pour ce temps, Riboku fonce à Giyu pour sauver la ville, vu que les réserves sont très limitées sur place. Sauf que ben, il était plutôt attendu, et se retrouve bien vite malmené. Voilà, donc c'est une victoire nette et sans bavure presque, de la part de Uzen, qui est assez lucide. Il n'estime pas qu'il est plus fort qu'Iriboku, mais estime qu'il avait plus d'atouts valeureux chez les jeunes, qui pourraient aider à la victoire. Et c'est fou, c'est vrai, à chaque fois qu'il y avait un problème, c'est les jeunes qui sont sortis pour aller désoler tout le monde. C'est impressionnant à voir. Bref, le problème pour Riboku, bah, c'est que son pays ne l'est pas beaucoup, donc n'aide pas Riboku. Et que du coup, bah, il est un peu seul là pour finir d'aider à la capitale. Et pendant que l'état de Kin est un peu dans la difficulté aussi, vu qu'ils ont toujours pas à manger, vu qu'il n'y a pas de réserve non plus à Gyu. Donc comment ils vont faire? Apparemment, Uzen a une idée sur la dernière case, mais on n'en sait pas plus. Et voilà, allez, tome suivant. Je vous ai dit, en fait, c'était le dernier tome de cette vidéo, et je le savais. Voilà, donc j'espère que ce format vous aura plu. On se dit à très vite pour d'autres vidéos, pour d'autres aventures. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce format, de ce que vous avez pensé des tomes que je vous ai présentés dans cet épisode, des lectures qui vous ont marqué pendant ce mois de décembre. Donc voilà, on se revoit très vite. D'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir. À Komori bientôt. Domino!